Je m'appelle Stella, et jusqu'à ce message accidentel, je croyais sincèrement que ma famille m'aimait. Ce soir-là, seul dans la cuisine, épuisé après une longue journée, je calculais les factures. J'allais les régler comme d'habitude. Soudain, mon téléphone vibra. Un message vidéo de ma belle-mère. J'ai failli l'ignorer. J'ai pensé à une erreur, une vidéo de famille, quelque chose d'inoffensif. Mais j'ai entendu des rires. Elle devrait être reconnaissante, a dit ma belle-mère. Puis la voix de mon père. Calme et cruelle, celle d'un raté pathétique. Au moins, elle est utile quand elle peine aux factures. Mes mains se sont mises à trembler. Ils ne plaisantaient pas. Ils étaient détendus, à l'aise, comme si c'était ainsi qu'ils parlaient de moi depuis toujours. 30 secondes plus tard, la vidéo avait disparu. Un message sans saveur. Mais c'était trop tard. Ils pensaient que je ne l'avais pas vu. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne en qui ma famille avait une confiance absolue, sans jamais se demander si c'était juste. Si un problème touchait à l'argent, il finissait toujours par retomber sur moi. Peu importait l'heure ou mon niveau de fatigue. Mon téléphone sonnait et je savais déjà comment la conversation allait se dérouler avant même de décrocher. Mon père, Richard, commençait toujours de la même façon, lentement, posément, presque en s'excusant, mais jamais hésitant. « Stella, c'est un peu serré en ce moment, » disait-il, comme si cela expliquait tout. Seulement jusqu'au mois prochain, car il y avait toujours un mois prochain. Un loyer qui, on ne sait comment, ne se stabilisait jamais. Des cartes de crédit dont le solde ne baissait jamais, des factures d'énergie toujours plus élevées que prévu. Et chaque fois que je faisais un virement, discrètement, immédiatement, sans faire d'histoire, ma belle-mère, Linda, changeait de rôle. Elle ne posait jamais de questions directes. Au lieu de cela, elle soupirait. « Tu es si responsable », me disait-elle. « J'aimerais qu'Evan soit plus comme toi. » Cette simple phrase me tenait captive bien plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Mon petit frère, Evan, était dans une situation qu'il connaissait depuis près de 10 ans. Il avait postulé à l'université 2 fois et avait abandonné 2 fois. À chaque fois, c'était moi qui payais ses frais de scolarité, car tout le monde disait la même chose. Cette fois-ci serait différente. Ça ne l'a jamais été. Pourtant, j'ai payé, car sinon, Linda me rappelait à quel point mon père était stressé. Richard parlait de la fragilité des finances familiales. Et Evan, lui, ne disait presque rien. Il avait l'air mal à l'aise, comme si mon argent était un fardeau qu'il n'appréciait pas, même s'il continuait à l'assumer. Je me disais que j'aidais, que j'étais une bonne fille, une bonne sœur. Mais la vérité, c'est que personne ne me demandait jamais comment j'allais. Je travaillais plus que quiconque dans ma famille. Je renonçais aux vacances parce que ce n'était pas le bon moment. Je disais non à tout. Je voulais de nouveaux vêtements, des week-ends en amoureux, même des rendez-vous chez le médecin, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent dans leur vie. Et comme par magie, leurs urgences coïncidaient toujours parfaitement avec mon salaire. Je remarquais des choses. Bien sûr, je n'étais pas aveugle. Linda publiait des photos de nouveaux meubles. Richard parlait tranquillement de dîner au restaurant avec des amis. Evan avait un abonnement à la salle de sport qu'il n'utilisait jamais. Payé avec l'argent qui avait été le mien. Mais dès que le doute s'insinuait, je l'anéantissais. Pas de chichis. Leur famille. Tu as de la chance d'avoir quelqu'un pour t'aider. Ce mot « chance » revenait sans cesse. Tu as de la chance d'avoir un si bon travail, disait Linda. Tu as de la chance de ne pas encore avoir d'enfant, ajoutait Richard. Tu as de la chance d'être forte. Evan haussa les épaules une fois, comme pour me complimenter. Forte, responsible, fiable. Ces étiquettes sonnaient comme des louanges, mais c'étaient en réalité des attentes. Des chaînes déguisées en vertu, que je portais fièrement. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais exigé d'explication. Je n'ai jamais demandé de remboursement. Je ne voulais pas passer pour difficile ou ingrate. Je ne voulais pas risquer la fragile approbation que je pensais avoir méritée. Au fond de moi, je croyais que si je continuais à prouver ma valeur, si je continuais à me présenter le portefeuille ouvert et la bouche fermée, ils finiraient par me voir différemment. Finalement, ils m'apprécieraient. Finalement, ils m'aimeraient comme je les aimais. Je ne comprenais pas que pour eux, mon silence n'était pas de la gentillesse. C'était une permission. La vidéo est arrivée un soir comme les autres. C'était ça le plus cruel. Elle n'est pas arrivée pendant une dispute, ni après une bagarre. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur, aucune tension palpable. J'étais dans ma cuisine, pieds nus sur le carrelage froid, remuant des pattes d'une main tout en faisant défiler mon téléphone de l'autre. Mon esprit était déjà en pilotage automatique, calculant combien je devais envoyer cette semaine. Le loyer, les factures, Evans, les dépenses diverses. Soudain, mon téléphone a vibré.
Un message vidéo de Linda. J'ai froncé les sourcils en regardant l'écran. Linda envoyait rarement des vidéos. Elle préférait les longs SMS soigneusement rédigés, remplis d'émojis doux et de paroles rassurantes. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'était trompée. Peut-être une vieille vidéo de famille. Peut-être quelque chose qu'elle trouvait drôle. Je n'ai pas hésité une seconde avant de cliquer dessus. La vidéo était tremblante, filmée de biais contre le plan de travail, comme si quelqu'un avait posé son téléphone sans se rendre compte qu'il enregistrait. Au début, je n'arrivais même pas à choisir quoi regarder. Puis j'ai entendu des rires. Pas le rire poli, pas le rire forcé et gênant. Un rire franc, détendu, cruel. La voix de Linda se fit entendre la première, légère et amusée. Elle croit vraiment qu'on l'apprécie, dit-elle, suivie d'un petit rire. Elle devrait être reconnaissante. Je me figeai. La cuillère me glissa des mains et tomba dans l'évier avec un bruit métallique, mais je le remarquai à peine. Tout mon corps me parut soudain lourd, comme si la gravité avait doublé. Puis la voix de mon père retentit. Reconnaissant. Richard Glauser. Eleni. Serait rien sans nous. Un échec pitoyable. Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Aucune hésitation. Juste de la certitude. Mon cœur se mit à battre si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Au moins, elle sert à quelque chose, continua-t-il. À payer nos factures. Quelqu'un d'autre rit. Evan. Elle est trop gentille pour dire non, dit-il nonchalamment. Elle l'a toujours été. Ils rirent tous ensemble. Je restai là, complètement immobile, mon téléphone tremblant dans ma main. J'attendais le moment où quelqu'un dirait « ça suffit ». Ou que le ton change et que quelqu'un admette que c'était une blague. Rien de tout cela n'est arrivé. Ils n'ont pas chuchoté. Ils ne se sont pas défoulés. Ils étaient à l'aise. Ce n'était pas une remarque faite sous le coup de la colère. C'était ainsi qu'ils parlaient de moi quand ils se sentaient en confiance. Quand ils pensaient que je n'écoutais pas, mon nom résonnait dans ma tête, Stella. Ils ne parlaient pas d'une inconnue. Ils n'exagéraient pas pour faire de l'effet. Ils parlaient de moi, de la fille qui payait leurs factures, de la sœur qui leur permettait de joindre les deux bouts. J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout sans ciller. 30 secondes plus tard, l'écran est devenu noir. Ce message n'a pas été envoyé. J'ai fixé la notification, le souffle court, les mains engourdies. Elle a compris que Linda avait réalisé ce qu'elle avait fait. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une vague de panique. Mon instinct me hurlait de l'appeler, de la confronter, d'exiger des explications, d'entendre ses excuses pour pouvoir faire semblant d'y croire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai lentement raccroché et me suis affalé sur une chaise à la table de la cuisine. Les pâtes ont débordé, la vapeur a envahi la pièce, mais je suis resté immobile. Les mots résonnaient sans cesse dans ma tête. Unequac lamentable. Elle devrait être reconnaissante. Trop faible pour dire non. Je voulais désespérément croire qu'il y avait un lien qui m'échappait. Que c'était peut-être exagéré, que les familles ne pensaient pas vraiment ainsi les unes des autres. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Chaque limite ignorée, chaque appel téléphonique empreint de culpabilité, chaque fois que mes besoins passaient après. La vidéo n'a rien créé de nouveau. Elle a confirmé ce qui était là depuis le début. Il pensait s'en être tiré. J'imaginais la panique de Linda se muer en soulagement lorsqu'elle s'est persuadée que je ne l'avais pas vue. Peut-être a-t-elle calmé tout le monde plus tard. Ne t'inquiète pas, Stella ne l'a pas vue. Elle ne consulte jamais ses messages aussi vite. Il me prenait toujours pour la même fille obéissante, le même filet de sécurité silencieux. Et cette prise de conscience eut un effet inattendu. Elle me redonna le contrôle, car le prochain paiement approchait. Et cette fois, les choses seraient différentes. Le message arriva le lendemain matin, à l'heure prévue. Le soleil se levait à peine. Une faible lumière filtrait à travers mes rideaux tandis que je me tenais dans ma cuisine, une tasse de café refroidissant entre les mains. Tout semblait identique. L'appartement silencieux, le ronronnement du réfrigérateur, le calme familier, mais moi, j'avais changé. Mon téléphone vibra. Linda, bonjour ma chérie. J'espère que tu as bien dormi. Je fixai l'écran. Sauf que c'était inhabituel. Linda n'envoyait jamais de SMS juste pour prendre des nouvelles. Il y avait toujours un but, toujours un objectif précis vers lequel elle orientait la conversation. J'attendis. Moins de 2 minutes plus tard, un autre message apparut. Linda, au fait, le loyer est dû demain. Peux-tu me l'envoyer aujourd'hui? Voilà. Aucune hésitation, aucune honte, juste des suppositions. J'entendais presque sa voix, douce, patiente, certaine que la réponse serait oui. Ça l'avait toujours été. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Déjà, par automatisme, je répétais la réponse que j'avais écrite une centaine de fois. Bien sûr, pas de problème. Désolé de ne pas l'avoir envoyé plus tôt. J'ai tout effacé.
Mon cœur battait la chamade, assez fort pour couvrir tout le reste. Je me suis remémoré la vidéo, les rires, la façon dont il parlait de moi quand il me croyait invisible. Lentement, délibérément, j'ai écrit « Je ne peux pas ce mois-ci ». C'était tout. 4 mots, pas d'excuses, pas d'explication. J'ai fixé le message pendant 10 bonnes secondes avant d'appuyer sur « Envoyer ». Dès qu'il a quitté mon téléphone, une vague de peur m'a submergé, vive et familière. Ma poitrine s'est serrée et, une fraction de seconde, j'ai failli reprendre mon téléphone, prête à le réparer, à l'adoucir, à ajouter quelque chose d'apaisant. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone face contre l'évier et j'ai attendu. 1 minute a passé, puis 2. Mon téléphone a vibré à nouveau. Linda, comment ça? Tu ne peux pas? J'ai pris une lente gorgée de mon café et j'ai laissé le silence s'étirer. Je ne l'avais jamais fait attendre. Jamais. Le rapport de force s'est inversé subtilement, mais je l'ai senti. Une autre sonnerie. Linda Stella Segrave. On compte sur vous. Je n'ai pas répondu. Puis un message de mon père est arrivé. Richard, ce n'est pas drôle. Tu sais qu'on n'a pas le choix. Ces mots ont touché mon sens des responsabilités en plein cœur. La pression familière m'a saisi la poitrine, m'incitant à reculer. Je ne l'ai pas fait. Quelques secondes plus tard, Evan a raccroché. Evan, ne fais pas ça. Maman est vraiment stressée. On a juste besoin d'aide, cette fois. Une seule fois. J'ai failli rire. J'ai regardé autour de moi, les meubles d'occasion, les murs que je n'avais toujours pas repeints, car cela me semblait inutile, la valise dans un coin que je n'avais pas utilisé depuis des années. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais fait ça, au total, des années de ma vie. J'ai raccroché. Moi. J'ai des dépenses imprévues ce mois-ci. Je ne peux rien envoyer. Pas d'excuses. Aucune autre explication. Les bulles de dialogue sont apparues aussitôt, puis ont disparu, puis sont réapparues. Linda cherchait ces mots. Linda, des dépenses imprévues. Qu'y a-t-il de plus important que ta famille? Voilà. La culpabilité, le piège. Mes mains tremblaient légèrement, mais j'ai posé le téléphone sur la table et je n'ai pas répondu. Moins d'1 minute plus tard, un autre message est arrivé. Linda, ton frère n'a aucun moyen de payer le loyer. S'il est expulsé, c'est de ta faute. Ta faute. J'ai serré les dents. Ils ne m'ont pas demandé si j'allais bien. Ils ne m'ont pas demandé ce qui s'était passé. Ils n'ont même pas fait semblant de s'intéresser à moi. J'étais une solution, une ressource, une personne pour résoudre les problèmes, rien de plus. Puis Richard a envoyé un autre message. Richard, on t'a élevé, Stella. On s'est occupé de toi quand tu n'avais rien. C'est comme ça que tu nous remercies? Ces mots m'ont blessé, même si je savais qu'ils étaient faux. Quand je n'avais rien, j'avais 3 emplois. Quand j'étais en difficulté, je luttais seul. Ils ne me remarquaient que lorsque je devenais utile. Pourtant, les vieilles habitudes ont la vie dure. Mes doigts hésitaient au-dessus du clavier, brûlant d'envie de me défendre, de m'expliquer, de me justifier. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone. Le silence qui suivit était pesant, gênant, comme dans une pièce où chacun attendait que quelqu'un d'autre prenne la parole. Je pouvais presque les imaginer assis ensemble, perplexes, irrités, essayant de comprendre pourquoi leurs tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas empressé de régler les choses. Je les ai laissés subir les conséquences de mon absence. Et cela les a effrayés bien plus que la colère n'aurait jamais pu le faire, car ils ont commencé à réaliser quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant. Je ne céderai pas et je ne viendrai pas à leur secours. Le silence ne dura pas longtemps. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise à mon bureau, faisant semblant de travailler tandis que mon esprit repassait en boucle chaque message du matin, mon téléphone vibra de nouveau. Je baissai les yeux, attendant un autre SMS. Au lieu de cela, c'était un message vocal de Linda. Ma poitrine se serra instantanément. Linda n'envoyait presque jamais de messages vocaux. Quand elle le faisait, c'était qu'elle voulait quelque chose que les mots sur un écran ne pouvaient pas imposer. Le ton comptait. L'émotion comptait. Le contrôle comptait. Je suis resté planté devant l'écran pendant plusieurs secondes, le pouce hésitant au-dessus du bouton lecture. Une partie de moi voulait l'effacer sans même l'écouter. Une autre, plus forte, plus calme, savait que je devais l'entendre. Je devais savoir exactement qui elle était quand elle cesserait de faire semblant. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a empli la pièce, sèche et impatiente, dépouillée de la chaleur qu'elle employait avec tant de soin dans ses SMS. Stella, écoute, a-t-elle commencé? Je ne sais pas à quel jeu tu crois jouer, mais ce n'est pas drôle. J'ai fermé les yeux. Ton père est furieux, a-t-elle poursuivi. Ton frère panique. Tu as causé beaucoup de stress aujourd'hui. Et honnêtement, je ne comprends pas d'où te vient cette attitude. Voilà.
Pas de l'inquiétude, pas de la confusion, une accusation. Tu as un bon travail, a continué Linda. Tu gagnes plus d'argent que nous tous. Tu n'as même pas besoin de cet argent. Pendant ce temps, ta famille est dans une situation difficile. La famille, elle l'a dit comme une arme. Et maintenant, tu te réveilles un beau matin et tu décides de t'en ficher, après tout ce qu'on a fait pour toi, après tous les sacrifices qu'on a consentis. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais je n'ai pas interrompu le message. Tu leur dois quelque chose, Stella, a-t-elle dit fermement. Ils t'ont donné la vie. Ils t'ont élevé. Et ce comportement égoïste, ce n'est pas toi. Mon cœur battait lachemad. Non pas par peur, mais par une colère contenue, intense. Puis son ton est devenu plus froid. Si tu veux vraiment être ce genre de personne, a-t-elle dit en baissant la voix, très bien, mais n'attends pas de pardon. N'espère pas revenir en rampant quand tu réaliseras à quel point tu as besoin de nous. Elle a marqué une pause, laissant le silence s'étirer. Une fois que tu auras franchi cette limite, a conclu Linda, il n'y a pas de retour en arrière. Le message s'est terminé. Je suis restée assise là, le téléphone toujours à la main, dans un silence anormal. Mes oreilles bourdonnaient légèrement, comme toujours après une chute brutale. J'aurais dû avoir peur. C'était l'image de moi qu'il connaissait, celle qui paniquait à la moindre désapprobation, qui s'empressait de tout arranger, qui s'excusait juste pour rétablir l'équilibre. Mais au lieu de cela, je ressentais du calme, pas du soulagement, pas de la joie, juste de la clarté. Le message vocal ne m'avait pas menacé de perte. Il avait confirmé ce que je savais déjà. Il ne m'aimait pas. Il ne me respectait pas. Il ne me voyait même pas comme une personne. J'étais une fonction, un rôle, un filet de sécurité ambulant dont ils étaient devenus dépendants et qu'ils considéraient comme un droit. Et dès que j'ai cessé de jouer la comédie, le masque est tombé. J'ai réécouté le message, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que je voulais m'en souvenir exactement tel quel. Sans fioriture, sans ambiguïté, sans place pour le doute. Ce n'était pas un malentendu. C'était la vérité. Enfin dite à voix haute. Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS de mon père. Richard, dernière chance, Stella. Envoie le loyer. Je suis resté longtemps à fixer ces mots. Dernière chance. L'expression résonnait dans ma tête, lourde d'années d'attente et de contrôle. Pendant si longtemps, dernière chance m'avait terrifié. Cela signifiait que je ne pouvais plus ressentir d'affection, de silence, de punition. À présent, elle sonnait creux. J'ai repensé à la vidéo, au rire, à la facilité avec laquelle il m'avait congédié. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais ravalé ma frustration pour préserver la paix. À chaque fois, je m'étais dit, c'est comme ça, la famille. J'ai déverrouillé mon téléphone. Puis, lentement, délibérément, j'ai bloqué le numéro de Linda. J'ai bloqué celui de mon père. J'ai bloqué celui d'Evan, un par un. L'écran me semblait plus léger une fois terminé. Pour la première fois depuis des années, aucune demande immédiate ne m'attendait. Pas de vibration, pas de notification, pas de pression dans le dos, juste le silence. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Je pensais que c'était fini. Je pensais que si je les interrompais, la confrontation prendrait fin. Je m'étais trompé, car le lendemain matin, juste après le lever du soleil, on a frappé à ma porte. Et, bizarrement, avant même de regarder par le Judas, je savais déjà qui c'était. On a frappé juste après le lever du soleil. Un coup sec, répété, urgent. Pas le genre de coup qu'on donne quand on est de passage, mais celui qu'on donne quand on pense avoir le droit d'entrer. Je suis resté figé dans le couloir, mon téléphone toujours face cachée sur la table où je l'avais laissé la veille. Un instant, j'ai songé à ne pas répondre. Je ne devais plus rien à personne. Puis on a frappé de nouveau, plus fort cette fois. J'ai avancé lentement vers la porte, le cœur battant la chamade, l'instinct en alerte. Maximel. Quand je l'ai ouverte, mes soupçons se sont confirmés. Evan était là. Les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée à tel point que je voyais ses muscles trembler. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi, non pas d'inquiétude, mais de panique. « Tu es sérieuse ?» a-t-il sifflé dès qu'il m'a vue. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Je ne l'ai pas invité à entrer. « Bonjour, Evan », dis-je calmement. Il renifla et fit un pas en avant, s'arrêtant juste devant la porte. « Arrête. Ne fais pas comme si ce n'était rien. Tu as bloqué tout le monde. Maman panique. Papa est furieux. » Je croisai les bras et m'appuyai contre l'encadrement de la porte. Je les ai bloqués parce que j'en avais assez. Assez de quoi? Répondit-il. Faire partie d'une famille? Je laissai échapper un petit rire sans joie. Non. Qu'on profite de moi. San visagasi crispa. Oh mon Dieu. Pas encore ça. Encore ça?
Répétez-je intérieurement. Ouais, ce rôle de victime que tu joues, dit Evan en levant les bras au ciel. Tu te comportes comme si on était des monstres juste parce que tu nous aides. Nous aider. Répétez-je. J'ai payé ton loyer pendant 3 ans. Il détourna le regard. J'ai payé tes frais de scolarité, continuai-je. Tes courses, ton électricité, même ton abonnement à la salle de sport, que tu n'utilises jamais. C'est différent, murmura-t-il. Comment ça, demandai-je. Explique-moi. Il hésita, puis siffla. Parce que tu peux te le permettre. Voilà. La vérité, sans filtre. Donc, parce que je gagne plus d'argent, dis-je lentement, je te dois un soutien éternel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Il passa une main dans ses cheveux, la frustration montant en lui. Tu en fais toute une histoire. Cette vidéo n'était même pas sérieuse. Ma poitrine se serra. Je croisai son regard. Je l'avais vu. Son visage pâlit. Quelle vidéo? Demanda-t-il trop vite. Je souris, mais il n'y avait rien d'amical dans mon sourire. Celle où tu riais pendant qu'il me traitait de raté. Le silence entre nous fut immédiat et pesant. Evan deglutit. Écoute, ce n'était pas comme ça. On parlait juste, on se défoulait sur moi. Il haussa faiblement les épaules. Tu ne l'entendrais pas. Ces mots résonnèrent plus fort que tout ce qu'il avait dit auparavant. Je ne l'entendrai pas, ai-je répété. Oui, a-t-il dit sur la défensive. Tu sais comment est maman. Elle plaisante, papa plaisante. Ça ne veut rien dire. Je me suis penché légèrement en avant. Tu as ri. Sa mâchoire s'est crispée. Et alors? Tu t'attends à ce qu'on marche sur des œufs parce que tu es susceptible? Susceptible? Après tout? Je me suis redressé. J'ai été payé intégralement. Les mots étaient calmes. Définitivement. Evan me fixait comme si j'avais parlé une langue étrangère. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si. Tu ne peux pas nous interrompre comme ça, a-t-il dit sèchement. Tu agis comme si cet argent n'avait aucune importance. Il a de l'importance pour toi, ai-je répondu. Pas pour moi. C'est égoïste, a-t-il sifflé. Tu es égoïste. J'ai senti quelque chose s'installer en moi, ferme et inébranlable. Non, ai-je dit, je me choisis. Son expression s'est assombrie. Tu te crois supérieur à nous maintenant? Je pense que je mérite le respect. Il a ri amèrement. Tu n'aurais rien sans cette famille. Je me suis écarté et j'ai désigné mon appartement du Menton. Tout est là. Je l'ai payé toute seule. Il est resté silencieux un instant, puis son visage s'est durci. Très bien, a-t-il dit froidement. Si tu veux continuer comme ça, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te pardonne. Ne reviens pas ramper quand tu réaliseras que tu es seul. J'ai soutenu son regard sans ciller. J'étais seul depuis le début, ai-je dit. Je ne m'en étais juste pas rendu compte. Un bref instant, une lueur a traversé son regard. De l'insécurité, peut-être même de la honte. Puis elle a disparu. Tu vas le regretter, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. Non, c'est toi. Il ne trouvera jamais l'attitude de Kevin, a murmuré l'attirance irrésistible. King a répliqué sèchement et s'est éloigné sans un mot de plus. Je l'ai regardé partir, la poitrine serrée mais le dos droit. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence qui a suivi n'était pas pesant. Il était pur. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai pris une profonde inspiration. Cela aurait dû être la fin. Mais les familles comme la mienne n'oublient pas si facilement, car plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de mon père. Et cette fois, je savais que je ne resterais pas silencieuse. Le message est arrivé juste après le dîner. Assise sur le canapé, la lumière s'est tamisée et l'appartement était inhabituellement silencieux. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas sans cesse, et cette solitude m'a paru étrange. Puis il a vibré à nouveau. Richard, on t'a élevé, Stella. Tu ne peux pas simplement partir. Tu fais une grosse erreur. Reviens et on en parlera. Parler. J'ai failli rire. Pendant des années, parler signifiait écouter pendant qu'ils m'expliquaient pourquoi c'était à moi de résoudre leurs problèmes. Cela signifiait ravaler mes instincts et sortir mon portefeuille. Cela signifiait ressortir de chaque conversation avec le sentiment d'être insignifiante. Cette fois, je ne me sentais pas insignifiante. J'étais concentrée. Au lieu de répondre, je me suis levée et je suis allée à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai longuement fixé l'écran, les doigts posés sur le clavier. Je n'étais plus en colère. Je ne paniquais plus. J'étais conscient. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon application bancaire. Faire défiler des années de transactions me semblait irréel. Virement après virement, loyer, factures, frais de scolarité, soldes de cartes de crédit réglés, tous vaguement étiquetés, aide, famille,
Soutien temporaire, temporaire. J'ai ouvert un tableur et j'ai commencé à tout organiser. Date, montant, bénéficiaire, motif. Les chiffres se sont accumulés plus vite que prévu. Des milliers sont devenus des dizaines de milliers, puis des dizaines encore plus. J'ai senti ma gorge se serrer en réalisant combien de temps j'avais passé à les faire vivre. Mais au lieu de la tristesse, quelque chose de plus insidieux s'est installé, la détermination. Je me suis souvenu de ce que ma thérapeute m'avait dit lors d'une séance que j'avais failli annuler faute de temps. Des limites sans cadre ne sont que des vœux pieux. Alors, j'ai défini mes limites. J'ai appelé une avocate le lendemain matin. Je n'ai pas dramatisé. Je n'ai pas exagéré. J'ai simplement expliqué la situation. Des années de soutien financier, de pression émotionnelle, d'exigences croissantes, et maintenant des menaces. Quand j'ai eu fini, elle m'a écouté attentivement. Ce que vous décrivez, m'a-t-elle dit calmement, c'est de l'exploitation financière au sein d'une dynamique familiale. Le plus important maintenant, c'est la documentation et une communication claire. Claire, professionnelle et définitive. Cet après-midi-là, j'ai rédigé un brouillon de mail. Je l'ai relu 3 fois avant de l'envoyer, non pas pour l'édulcorer, mais pour effacer toute trace de culpabilité. L'objet était simple, cessation de l'aide financière. Je l'ai adressé à mon père, ma belle-mère et Evan. Puis j'ai écrit. Ce message a pour but de vous informer officiellement que je mets fin à toute aide financière avec effet immédiat. Vous trouverez ci-joint la liste des paiements effectués au fil des ans. Ceci n'est pas une demande de remboursement. Toute tentative ultérieure de me contacter concernant de l'argent, un logement ou des dépenses sera traitée par voie légale. Cette décision est définitive. J'ai joint le tableau, chaque reçu, chaque virement, chaque sacrifice consenti. J'ai cliqué sur « Envoyer ». La réponse est arrivée immédiatement. Mon téléphone a explosé de notifications, d'appels manqués, de SMS et de mails qui s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les lire. Je n'en ai ouvert aucun. Pour la première fois, je n'ai pas réagi. J'étais maître de la situation. Ce soir-là, je me suis connecté à la conversation de groupe familial, celle-là même qu'ils utilisaient depuis des années pour gérer les urgences et faire pression. J-Rel Less Messages. Tu peux l'envoyer aujourd'hui? On compte sur toi. Ne laisse pas tomber la famille. Mes mains étaient fermes tandis que je tapais. Stella, tu as beaucoup parlé de ce que tu penses avoir fait pour moi, mais tu as ignoré ce que j'ai sacrifié pour toi. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Ne me contacte plus. Puis j'ai quitté la conversation. Le silence qui a suivi était irréel. Personne n'a frappé à ma porte. Personne n'a appelé d'un autre numéro. Aucune excuse solennelle. Au lieu de cela, la panique s'est dissipée discrètement. J'ai appris plus tard, par un parent commun, que les choses ont rapidement dégénéré lorsque mon argent a disparu. Des avis de loyer, des factures impayées, des disputes qu'il ne pouvait plus régler par virement. Mais je n'étais pas là pour en être témoin. J'étais occupé à reconstruire la situation. J'ai mis à jour mon budget. J'ai pris des rendez-vous. J'avais repoussé l'échéance. J'ai dormi toute la nuit sans que l'angoisse ne me serre la poitrine. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que ma vie m'appartenait. Tard dans la nuit, j'ai reçu un dernier message d'Evan, d'un numéro inconnu. Evan, tu n'aurais pas dû faire ça. La famille, c'est sacré. J'ai fixé l'écran, puis je l'ai supprimé. La famille ne vous épuise pas en prétendant que c'est de l'amour. J'ai fermé mon ordinateur portable, éteint mon téléphone et me suis tenu près de la fenêtre, à regarder les lumières de la ville scintiller en contrebas. Ils pensaient que les éteindre me briseraient. Ils se trompaient. C'est à ce moment-là que je me suis enfin redressé. Les jours qui ont suivi l'envoi de ce courriel ont été étrangement calmes, trop calmes. Pendant des années, ma vie avait été rythmée par les notifications, les vibrations, les appels, les messages urgents qui exigeaient mon attention avant même que j'aie le temps de réfléchir. Le silence m'angoissait. J'avais l'impression que quelque chose allait mal tourner. Cette fois, le silence était différent. Il était mérité. Au début, j'attendais une autre explosion, une nouvelle méla-tentative dramatique destinée à me faire reculer n'a suscité aucune réaction. Quelle que soit la panique qu'il ressentait après mon absence, il devait désormais la gérer sans moi. Et c'était nouveau. J'ai appris quelques bribes d'informations par des proches communs, avec prudence et distance. Le loyer était resté impayé. Des disputes avaient éclaté autour de l'argent, utilisé comme levier pour régler les tensions. Linda regitate la faute sur Richard. Richard s'en prenait à Evan. Evan promettait d'intervenir. Chacun cherchait quelqu'un à blâmer, quelqu'un pour absorber le chaos qu'il n'était plus capable de contenir. Au lieu d'observer leur effondrement de près, je me suis tourné vers quelque chose d'inconnu, moi-même. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point j'étais épuisé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement.
Une fatigue profonde, celle qui s'installe dans le corps après des années passées à anticiper la prochaine exigence, la prochaine crise. Sans cette tension constante, mon corps ne savait plus comment réagir. J'ai commencé par dormir davantage. Parfois longtemps. Puis, lentement, j'ai senti apparaître quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Du temps. Du vrai temps. Pour marcher sans but précis, pour acheter un nouveau téléphone sans justification, pour me regarder enfin avec bienveillance. Cette fois, je suis retourné en thérapie de façon régulière. Lors d'une séance, la thérapeute m'a posé une seule question. Qu'est-ce que vous craignez qu'il arrive si vous ne leur parlez plus jamais? La réponse est venue par fragments. J'avais peur de perdre un rôle. Peur d'être remplacé. Peur que leur vie continue sans moi et, paradoxalement, peur qu'elle s'effondre. Mais au fil du temps, quelque chose est devenu évident. Ce qu'ils regrettaient, ce n'était pas moi. C'était ce que je leur apportais. Et sans cela, ils étaient perdus. J'ai retrouvé un vieux carnet, rempli de listes écrites des